Le long de la côte brumeuse du Massachusetts, là où les vents de l'Atlantique portent les murmures de péchés oubliés, se dresse un marqueur de pierre en ruine que peu osent approcher. Les pêcheurs locaux se signent en le dépassant, et même les historiens les plus audacieux refusent d'évoquer ouvertement ce qu'il commémore. Le marqueur ne porte qu'une date, 1687, et deux noms qui inspiraient autrefois la terreur à chaque colon craignant Dieu, Ézéchiel et Judith Harrington. Pendant près de 2 décennies, ses frères et sœurs bâtirent un empire de sang et d'accusations, s'enrichissant grâce aux cris des innocents et à la saisie de leurs biens. Mais lorsque leur union impie produisit des jumeaux si grotesquement malformés que même les médecins les plus endurcis s'enfuirent d'horreur, le peuple murmura que la justice divine les avait enfin rattrapés. Ce qui se produisit réellement dans ce manoir isolé, où des enfants de 8 ans au corps tordu et aux esprits brillants complotaient contre leurs propres parents, resta enfoui sous des couches de peur et de superstition, jusqu'à aujourd'hui. Avant de poursuivre l'histoire des Harrington et de leur terrible héritage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification, car des récits comme celui-ci, des histoires que la plupart préféreraient oublier, sont précisément ce que nous révélons ici. Dites-moi également dans les commentaires de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez, car ces sombres récits sont disséminés dans chaque recoin de l'Amérique. La vérité sur la fortune des Harrington et sur ses héritiers maudits révèle un niveau de mal calculé qui ferait douter même l'observateur le plus endurci de ce dont l'humanité est réellement capable lorsque la cupidité l'emporte sur la conscience. La colonie de la baie du Massachusetts, dans les années 1660, vivait dans un état de ferveur religieuse permanente et de lutte économique. De petites communautés côtières comme le port de Wickham's, une implantation d'à peine 300 âmes nichée entre falaises rocheuses et forêts de pins, survivaient grâce à la pêche, à l'agriculture et à une relation malaisée avec les croyances surnaturelles qui gouvernaient chaque aspect de la vie coloniale. La doctrine puritaine exigeait une vigilance constante contre l'influence de Satan, et dans de telles communautés isolées, la suspicion pouvait se répandre plus vite qu'un incendie. Ézéchiel Harrington, âgé de 28 ans, possédait des traits acérés et des yeux gris perçants qui deviendraient plus tard synonymes d'accusation et de jugement. Sa sœur cadette, Judith, 25 ans, tout aussi frappante dans sa beauté austère, partageait la même mâchoire anguleuse et le même comportement glacial. Mais là où Ézéchiel imposait par sa présence, Judith exerçait son influence par des murmures et des doutes soigneusement semés. Tous deux avaient reçu une éducation inhabituelle pour leurs conditions. Leur père, un marchand de Boston ayant échoué, avait tenu à leur apprendre à lire, à écrire et surtout à comprendre les subtilités juridiques de la propriété et du droit successoral. Lorsque leurs parents moururent de la fièvre en 1663, ne laissant aux enfants qu'une modeste ferme et des dettes croissantes, ils se retrouvèrent face aux mêmes perspectives sombres que d'innombrables jeunes colons. Mais contrairement à leurs voisins qui se tournèrent vers le travail honnête ou le commerce, les Harrington virent une opportunité dans l'hystérie croissante entourant la sorcellerie. Partout en Nouvelle-Angleterre, les communautés commençaient à employer des chasseurs de sorcières, des individus prétendant posséder un savoir spécial pour identifier les serviteurs de Satan. Ces professionnels exigeaient des honoraires élevés et, plus lucratifs encore, recevaient souvent une part des biens confisqués aux condamnés. Le premier client des Harrington fut le village de Milford, à 2 jours de cheval à l'intérieur des terres, où les récoltes ratées et le bétail mort-né avaient créé une atmosphère propice aux explications surnaturelles. Ézéchiel s'y présenta comme un homme instruit ayant étudié les signes de la sorcellerie, tandis que Judith se faisait passer pour son assistante, experte dans l'art de détecter des marques cachées sur les accusés. Leur méthode était d'une brutalité simple. Ils arrivèrent dans une communauté en difficulté, étudiaient les dynamiques locales de richesse et de pouvoir, puis accusaient systématiquement ceux dont les propriétés seraient les plus profitables une fois confisquées. La veuve Constance Fletcher fut leur première victime, une femme dont le défunt mari lui avait laissé un moulin à grains précieux que convoitaient plusieurs hommes du village. Sous l'orchestration minutieuse des Harrington, Constance fut accusée d'avoir maudit les récoltes par une communion impie avec des forces obscures. Les preuves semblaient accablantes. Des marques mystérieuses sur son corps, infligées en secret lors d'un examen forcé. Des témoignages de voisins affirmant l'avoir vue murmurer d'étranges paroles, encouragées par les suggestions calculées de Judith.
et le fait accablant que son moulin continuait à produire de la farine quand les autres échouaient. Résultat, en réalité, d'un meilleur entretien et d'un emplacement supérieur. Constance Fletcher fut pendue le 15 novembre 1664 et son moulin fut partagé entre la ville et les Harrington en paiement de leurs services. Mais ce n'était que le début d'une entreprise qui s'étendrait finalement sur 8 communautés différentes et coûterait la vie à 57 innocents en 15 ans. La décision d'Ézéchiel et Judith de se marier ne naquit d'aucune inclination romantique. De telles unions entre frères et sœurs étaient techniquement possibles sous le droit colonial lorsqu'elles étaient justifiées par des circonstances jugées impérieuses. Mais leur choix releva d'un calcul froid. En 1675, les Harrington contrôlèrent des actifs d'une valeur de plus de 15 000 livres, une fortune colossale pour l'époque. Ils possédaient des biens dans 9 communautés, détenaient des hypothèques sur des dizaines de fermes et d'entreprises et conservèrent des registres détaillés de leurs activités criminelles s'étendant sur plus d'une décennie. Le problème était celui de l'héritage et de la sécurité. Si l'un d'eux épousait quelqu'un hors de la famille, le conjoint obtiendrait des droits légaux sur une partie de la fortune et, plus dangereusement encore, un accès potentiel aux secrets soigneusement gardés qui avaient rendu cette richesse possible. De même, si l'un mourait sans héritier direct, des lois successorales complexes pourraient disperser leurs biens parmi de lointains parents ou même permettre au gouvernement colonial de les réclamer. Leur solution refléta la même pragmatique impitoyable qui avait caractérisé toute leur carrière. Ézéchiel, en tant qu'aîné, épouserait Judith lors d'une cérémonie privée célébrée par un ministre corrompu qu'ils avaient compromis lors d'un procès de sorcellerie à Salem Village. L'union serait tenue secrète, présentée publiquement comme un simple partenariat professionnel entre une vieille fille et un célibataire dévoué à servir Dieu en identifiant et éliminant les menaces surnaturelles. Le mariage secret eut lieu le 21 décembre 1675, lors du solstice d'hiver, une date choisie pour sa signification symbolique plutôt que pour toute croyance occulte. La cérémonie se déroula dans le sous-sol de leur manoir, en présence du ministre corrompu et de 2 domestiques réduits au silence par la menace. Le mariage lui-même fut une parodie de la tradition chrétienne, célébrée non par amour ou union spirituelle, mais comme une manœuvre juridique destinée à protéger leurs richesses accumulées et leurs secrets partagés. La grossesse, qui débuta au début de l'année 1676, sembla d'abord confirmer la confiance des Harrington dans leur arrangement impie. L'état de Judith évolua normalement pendant les premiers mois, sans signe de complications ou d'anomalies. Les frères et sœurs engagèrent une sage-femme expérimentée de Boston, la payant une somme extraordinaire pour qu'elle s'installe temporairement dans leur manoir et offre les meilleurs soins possibles. Ils commandèrent des aliments spéciaux, des médicaments importés, et firent même fabriquer des berceaux assortis en acajou de la plus belle qualité, garnis de soie, dignes d'enfants destinés à hériter d'une immense fortune. Mais à mesure que la grossesse entrait dans son dernier trimestre, des signes subtils commencèrent à indiquer que quelque chose n'allait pas. Le premier apparut au 7e mois, lorsque Judith commença à ressentir des mouvements que la sage-femme décrivit comme anormalement violents et coordonnés. Sarah Whitham, qui avait assisté à plus de 300 accouchements au cours de sa carrière, n'avait jamais senti de mouvements fœtaux semblables à ceux qui agitèrent le ventre de Judith. Au lieu des coups et rotations habituelles d'un développement normal, ces mouvements semblaient impliquer plusieurs entités engagées dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un combat. C'est comme s'ils se battaient l'un contre l'autre, confia Sarah à son assistante, une jeune femme nommée Emma Prescott, venue de Boston pour aider à ce qui devait être un accouchement de routine, quoique secret. J'ai déjà mis au monde des jumeaux à de nombreuses reprises, mais jamais je n'ai senti une telle agressivité. On dirait presque qu'ils cherchent à se faire du mal. Ézéchiel balaya ses inquiétudes comme les élucubrations superstitieuses d'une vieille femme, mais en privé, il commença à s'alarmer. Les Harrington avaient trop investi dans cette grossesse pour accepter qu'elle puisse mal tourner, et Ézéchiel se lança frénétiquement dans des recherches visant à expliquer et à résoudre toute complication possible. Il acheta tous les traités médicaux disponibles dans les colonies, correspondit avec des médecins de Londres et d'Édimbourg, et consulta même plusieurs sages-femmes d'autres régions afin de recueillir des informations sur les accouchements difficiles et les développements anormaux. Ce qu'il découvrit au fil de ses recherches fut à la fois rassurant et profondément troublant.
De nombreux textes confirmaient que les grossesses gémellaires impliquaient souvent des mouvements fœtaux plus violents que les grossesses simples, en particulier lorsque les enfants se disputaient l'espace et les ressources limitées de l'utérus. Mais plusieurs sources mentionnaient également des risques accrus associés à ce qu'elles appelaient une parenté trop proche entre les parents, notamment des taux plus élevés de mort-nés, d'anomalies physiques et de déficiences mentales chez les enfants survivants. L'accouchement, lorsqu'il débuta enfin le 15 mars 1677, dura près de 2 jours et s'accompagna de complications qui hantèrent Sarah Whitcomb pour le reste de sa vie. Les jumeaux qui virent le jour étaient immédiatement reconnaissables comme gravement malformés, avec des membres se ramifiant selon des angles impossibles, des crânes semblant avoir développé des protubérances osseuses supplémentaires et des corps reliés par des ponts de tissu unissant leurs torses et possiblement certains organes internes. Ce qui choqua le plus les femmes présentes fut la prise de conscience que ces enfants possédaient une conscience et une coordination largement supérieures à ce que leur stade de développement apparent aurait dû permettre. Ils bougeaient avec intention, saisissaient les objets placés près d'eux et semblaient communiquer entre eux par une série de sons et de gestes que ni la sage-femme ni son assistante ne pouvaient interpréter. Malgré leurs graves anomalies physiques, les jumeaux faisaient preuve d'une intelligence à la fois remarquable et profondément troublante. Les enfants, qu'Ézéchiel et Judith prénommèrent Gabriel et Raphaël, choisissant des noms bibliques susceptibles d'offrir une certaine protection contre une interprétation surnaturelle de leur état, survécurent à leur naissance difficile et commencèrent à grandir d'une manière qui défiait toutes les attentes concernant des enfants nés avec de telles déformations. Dès leur premier anniversaire, il était évident que leur intelligence dépassait largement les jalons normaux du développement, alors même que leurs limitations physiques devenaient de plus en plus marquées. Les années entre 1677 et 1685 marquèrent à la fois l'apogée du pouvoir des Harrington et le début de leur plus grand défi. À mesure que Gabriel et Raphaël passèrent du statut de nourrisson à celui d'enfant, leur combinaison unique de déformations physiques sévères et d'intelligence exceptionnelle créa des problèmes allant bien au-delà des simples soins médicaux. Les garçons, car il s'agissait bien de jumeaux masculins, malgré leur anatomie partagée inhabituelle, nécessitaient une surveillance constante et une attention spécialisée, rendant le maintien des carrières publiques des Harrington de plus en plus difficile. Lorsque les jumeaux atteignirent leur 8e anniversaire en mars 1685, ils étaient devenus quelque chose d'inédit dans le Massachusetts colonial. Des enfants gravement handicapés, dotés de capacités intellectuelles rivalisant avec celles d'adultes instruits. Incapables de marcher normalement ou de participer aux activités typiques de l'enfance, Gabriel et Raphaël avaient appris à lire seuls dès l'âge de 4 ans, maîtrisaient les bases des mathématiques à 5 ans et, à 7 ans, engageaient déjà des discussions philosophiques qui auraient mis à l'épreuve des étudiants universitaires. Mais ce qui était peut-être le plus troublant de tout était leur prise de conscience croissante de la véritable nature et des activités de leurs parents. Les jumeaux avaient été isolés dans le manoir toute leur vie, officiellement pour les protéger des regards cruels et des peurs surnaturelles, mais en réalité pour empêcher quiconque d'être témoin de leur état et de le relier à un châtiment divin pour les crimes de leurs parents. Cette isolation leur avait toutefois donné un accès sans précédent aux conversations privées de leurs parents, à leurs registres commerciaux et à leurs séances de planification de diverses entreprises criminelles. Gabriel et Raphaël avaient développé une capacité troublante à rester silencieux et immobiles lorsque des adultes entraient dans leur proximité, amenant Ézéchiel et Judith à discuter librement de sujets sensibles en leur présence, supposant que les enfants étaient trop jeunes ou trop handicapés pour comprendre ce qu'ils entendaient. Cette supposition se révéla être une erreur catastrophique qui conduirait finalement à la destruction des Harrington. En 1685, les jumeaux possédaient une connaissance détaillée des opérations de chasse aux sorcières de leurs parents, y compris des informations précises sur les preuves fabriquées, les témoins achetés et le meurtre systématique d'innocents à des fins financières. Plus significatif encore, ils avaient commencé à comprendre que leur propre condition physique n'était pas le résultat d'un jugement divin ou d'un malheur aléatoire, mais la conséquence directe de la décision de leurs parents de se marier au sein de leur propre lignée pour protéger leur empire criminel. Cette compréhension avait rempli les enfants d'un mélange de rage, de chagrin et de détermination, remarquable par son intensité et sa sophistication. Malgré leurs limitations physiques,
et leur dépendance totale envers leurs parents pour les soins quotidiens, Gabriel et Raphaël commencèrent à planifier des moyens de révéler la vérité sur l'entreprise criminelle des Harrington et d'obtenir justice pour les victimes de leurs parents. La première occasion d'agir se présenta à l'été 1685, lorsqu'une jeune femme nommée Margaret Caldwell arriva au manoir à la recherche d'un emploi de domestique. Margaret était la fille de l'une des premières victimes d'Ézéchiel et Judith, un forgeron nommé Thomas Caldwell, exécuté pour sorcellerie en 1579, après que les Harrington eurent orchestré son accusation, afin de s'emparer de sa forge précieuse et de son terrain idéalement situé au centre de Hadley's Crossing. Margaret ignorait totalement que les Harrington étaient responsables de la mort de son père. Elle savait seulement qu'ils étaient des membres riches et respectés de la communauté, susceptibles d'offrir du travail à une jeune femme laissée sans ressources par une tragédie familiale. Ce qu'elle découvrit durant son séjour au manoir constitua cependant des preuves qui mèneraient au plus grand scandale de procès en sorcellerie de l'histoire coloniale américaine. La stratégie des jumeaux pour communiquer avec Margaret était à la fois ingénieuse et déchirante. Malgré leurs graves troubles de la parole et leurs limitations physiques, ils avaient développé des moyens de laisser des messages écrits à des endroits où elle les découvrirait pendant ses tâches ménagères. Ces messages commencèrent par de simples indications concernant des documents cachés et des registres financiers suspects, puis évoluèrent progressivement vers des instructions détaillées sur l'emplacement des preuves des crimes de leurs parents. Plus important encore, Gabriel et Raphaël avaient appris à distinguer les différents visiteurs de leurs parents et avaient mis au point des systèmes pour avertir Margaret lorsque des individus particulièrement dangereux étaient attendus au manoir. Ayant observé suffisamment les opérations de leurs parents, ils comprenaient que certains de leurs associés étaient encore plus violents et imprévisibles qu'Ézéchiel et Judith eux-mêmes, et ils utilisèrent leur connaissance avancée des rendez-vous et réunions pour aider Margaret à éviter des rencontres potentiellement fatales. Le tournant décisif survint en septembre 1685, lorsque les jumeaux fournirent à Margaret des informations précises sur l'endroit où leurs parents conservaient leurs archives les plus compromettantes. Un compartiment dissimulé derrière un faux mur dans le bureau d'Ézéchiel, contenant des livres de comptes détaillant 15 années d'activité criminelle. Ces registres comprenaient non seulement les paiements reçus pour chaque procès en sorcellerie, mais aussi des listes détaillées des biens confisqués, leur valeur estimée, ainsi que des notes sur les coûts de préparation et les honoraires des témoins, révélant la nature systématique de leurs opérations. La découverte de ces documents fournit à Margaret une preuve irréfutable que les Harrington avaient assassiné des innocents pour de l'argent, mais la plaça également en grave danger. Elle comprit que si Ézéchiel et Judith découvraient ce qu'elle savait, ils n'hésitèrent pas à l'éliminer en utilisant les mêmes méthodes perfectionnées contre leurs autres victimes. Son seul espoir résidait dans la recherche d'un moyen de révéler leurs crimes tout en se protégeant, elle et les jumeaux, de représailles. La solution qu'elle choisit finalement témoigna d'un courage et d'une intelligence stratégique qui auraient impressionné même des enquêteurs criminels chevronnés. Plutôt que de fuir avec les preuves ou d'affronter directement les Harrington, Margaret commença à copier secrètement les documents les plus accablants, tout en établissant simultanément un contact avec le père Benedict Thorne, un prêtre jésuite récemment arrivé à Boston depuis la France, possédant à la fois les connaissances théologiques nécessaires pour comprendre les implications surnaturelles et les relations politiques permettant d'enquêter sur des figures coloniales puissantes. L'enquête du père Benedict Thorne sur les Harrington débuta dans le scepticisme, mais évolua rapidement vers l'horreur à mesure qu'il découvrait, couche après couche, un mal systématique ayant opéré presque sans entrave pendant plus de 2 décennies. L'approche initiale de Margaret Caldwell avait été prudente et indirecte, consciente que des accusations directes contre des figures aussi puissantes et respectées mèneraient probablement à sa propre destruction par les mêmes moyens utilisés contre les autres victimes. Mais les preuves qu'elle partagea progressivement avec le père Thorne, copies de registres financiers, listes de témoins annotés de paiements et de menaces, et, plus accablant encore, des cartes détaillées indiquant l'emplacement des biens confisqués et leurs propriétaires actuels, dressèrent le portrait d'une entreprise criminelle dépassant même les pires craintes du prêtre quant à la capacité humaine à commettre le mal. L'expertise du père Thorne en théologie et en philosophie naturelle le rendait particulièrement apte à comprendre toute la portée de ce que Margaret avait découvert. Contrairement aux autorités coloniales qui auraient pu rejeter les accusations surnaturelles comme étant hors de leurs compétences,
ou aux professionnels de santé qui se seraient concentrés uniquement sur l'état physique des enfants, le prêtre possédait le savoir et l'autorité nécessaires pour enquêter à la fois sur les dimensions criminelles et morales de l'affaire Harrington. Sa décision de visiter le manoir en octobre 1685 fut présentée aux Harrington comme une simple visite pastorale. Le nouveau prêtre cherchait à se présenter à des membres influents de la communauté coloniale et à offrir un soutien spirituel à une famille ayant connu la tragédie de naissances difficiles. Ézéchiel et Judith, confiants dans leur capacité à manipuler les autorités religieuses, accueillirent la visite comme une occasion de renforcer davantage leur légitimité sociale, tout en recueillant des informations sur d'éventuelles menaces pesant sur leurs opérations. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était la formation spécifique du père Thorne à la reconnaissance de la tromperie et son expertise dans l'identification des conséquences psychologiques et spirituelles du mal systématique. En quelques minutes à peine après être entré dans le manoir, le prêtre perçut des perturbations atmosphériques suggérant la présence d'une profonde corruption spirituelle, non pas une intervention surnaturelle, mais le résidu psychologique laissé par des décennies de meurtres calculés et de dégradation morale. La demande du prêtre de rencontrer les enfants était officiellement motivée par une préoccupation pastorale pour de jeunes âmes confrontées à de lourds handicaps physiques. Mais son véritable objectif était d'évaluer si Gabriel et Raphaël possédaient l'intelligence et la lucidité nécessaires pour servir de témoins contre leurs parents. Les rapports écrits de Margaret suggéraient que les jumeaux comprenaient bien plus leur situation que ce que leurs parents imaginaient. Cependant, le père Thorne devait évaluer leur capacité de ses propres yeux avant de risquer leur sécurité en les impliquant dans son enquête. Lorsque le père Thorne obtint enfin l'autorisation d'accéder aux appartements des enfants, ce qu'il y découvrit dépassa même les descriptions détaillées de Margaret par la combinaison de tragédie et de potentiel. Gabriel et Raphaël, malgré leurs graves limitations physiques et la douleur quotidienne évidente qu'ils enduraient, faisaient preuve d'une sophistication intellectuelle et d'une maturité émotionnelle remarquable pour des enfants de tout âge, et plus encore, pour des enfants ayant vécu toute leur vie isolés de toute interaction sociale normale. Plus significatif encore, les jumeaux ne montrèrent aucune crainte envers le prêtre bien qu'ils ne l'aient jamais vu auparavant. Au contraire, ils exprimèrent ce qui ne pouvait être décrit que comme du soulagement et de l'espoir. Ils attendaient manifestement depuis longtemps quelqu'un doté de l'autorité et du courage nécessaires pour défier leurs parents, et ils commencèrent immédiatement à tenter de communiquer des informations sur les crimes dont ils avaient été témoins, ainsi que sur des preuves qu'ils avaient vues dissimuler ou détruire. La formation théologique du père Thorne comprenait un enseignement sur l'accompagnement des victimes de cruautés extrêmes. Il reconnut chez ses enfants la même combinaison de souffrance, de lucidité et d'espoir désespéré qu'il avait observé chez des survivants de tortures et de persécutions. Mais contrairement à ces cas précédents, où les victimes étaient des adultes capables d'expliquer leur situation et de réclamer justice, Gabriel et Raphaël étaient prisonniers de leurs limitations physiques et de leur dépendance totale envers ceux-là même qui étaient responsables à la fois de leur état et de leur souffrance. Le départ du prêtre du manoir fut extérieurement cordial, mais toutes les parties comprirent qu'une confrontation fondamentale venait de commencer. Le père Thorne avait vu suffisamment de choses pour confirmer ses pires soupçons concernant la situation des enfants et le caractère de leurs parents, tandis qu'Ézéchiel et Judith avaient perçu dans son attitude et ses questions un niveau de perspicacité et de détermination représentant un danger sans précédent pour leur vie soigneusement construite. L'enquête que le père Thorne lança à son retour à Boston fut méthodique, exhaustive, et menée avec l'appui de l'ensemble des ressources administratives et des réseaux de renseignement de l'Église catholique. Contrairement au système juridique rudimentaire des colonies individuelles, l'Église disposait de méthodes sophistiquées pour recueillir des preuves, analyser des témoignages et constituer des dossiers contre des individus puissants, se croyant au-dessus de toute justice terrestre. En l'espace de 3 semaines, le père Thorne avait réuni un dossier complet sur les activités des Harrington, comprenant des registres financiers saisis auprès de banques coloniales, des témoignages de proches survivants de leurs victimes et, plus accablant encore, une confession détaillée de Marcus Fletcher, un ancien complice ayant aidé à fabriquer des preuves et à préparer des témoins pour plusieurs procès en sorcellerie, en échange de paiement et d'une protection contre ses propres démêlés judiciaires. La confession de Marcus Fletcher
révéla l'ampleur réelle de l'entreprise criminelle des Harrington, y compris leur méthode de sélection des victimes, de création de fausses preuves et de coordination avec des officiels corrompus afin de garantir des verdicts favorables. Mais, plus important encore pour les objectifs du père Thorne, son témoignage incluait des informations précises sur la décision des Harrington de se marier entre eux et sur leurs discussions explicites concernant l'exploitation de l'état de leurs enfants afin d'accroître encore leur fortune par des exhibitions privées destinées à de riches individus curieux d'anomalies médicales. Cette révélation ajouta une couche supplémentaire d'horreur à une affaire déjà accablante. Ézéchiel et Judith n'avaient pas seulement condamné des innocents à mort pour de l'argent. Ils avaient également mis au monde des enfants par une union incestueuse spécifiquement conçue pour protéger leur empire criminel, et projetaient désormais d'exploiter la souffrance de leur progéniture à des fins lucratives. Mais l'arme la plus puissante du père Thorne dans sa campagne contre les Harrington se révéla être les enfants eux-mêmes. Gabriel et Raphaël, malgré leur jeune âge et leurs limitations physiques, possédèrent des souvenirs précis de conversations et d'événements, fournissant une corroboration essentielle aux preuves retrouvées dans les archives de leurs parents. Plus encore, leur intelligence manifeste et leur conscience morale faisaient d'eux des témoins crédibles, dont le témoignage ne pouvait être écarté comme le fruit de l'imagination d'esprits altérés. Les entretiens minutieux menés par le prêtre avec les jumeaux lors de visites secrètes organisées par Margaret Caldwell révélèrent un niveau d'abus et d'exploitation systématique allant bien au-delà de la simple négligence. Ézéchiel et Judith n'avaient pas seulement dissimulé leurs enfants au monde pour protéger leur réputation. Ils avaient également utilisé l'isolement et la dépendance des jumeaux pour mener des expériences psychologiques destinées à tester les limites de l'endurance humaine et de l'adaptabilité. Gabriel et Raphaël décrivirent des années de procédures médicales douloureuses pratiquées sans anesthésie, l'obligation d'accomplir des tâches intellectuelles sous la menace de privation de nourriture ou de réconfort, et leur utilisation comme sujet d'expérimentation pour les théories de leurs parents sur le lien entre difformité physique et capacité mentale. Plus horrifiant encore, ils révélèrent que leurs parents documentaient systématiquement leur développement et leur comportement dans l'intention de vendre des rapports détaillés à des médecins européens intéressés par les effets de la consanguinité sur la descendance humaine. Les derniers mois de 1685 virent une tension croissante s'installer au manoir Harrington, alors que plusieurs forces convergèrent pour menacer l'empire de sang et de tromperie soigneusement bâti par les frères et sœurs. L'enquête du père Thorne avait atteint un stade où il disposait de preuves irréfutables de leurs crimes, mais il faisait face au défi délicat de dévoiler des individus aussi puissants et dangereux sans provoquer une réaction violente susceptible de mettre en danger les enfants et d'autres témoins potentiels. Pendant ce temps, Gabriel et Raphaël se faisaient de plus en plus audacieux dans leurs efforts pour contribuer à la chute de leurs parents. Profitant de leur position privilégiée d'infirmes isolés pour observer et consigner des activités que même Margaret Caldwell ne pouvait voir sans danger, les jumeaux développèrent des méthodes sophistiquées pour enregistrer des informations malgré leurs limitations physiques, créant des caches secrètes de preuves écrites détaillant les crimes en cours et les projets futurs de leurs parents. La défiance croissante des enfants n'échappa pas à leurs parents, qui commencèrent à soupçonner que leur progéniture possédait davantage de lucidité et de capacité qu'ils ne l'avaient cru jusqu'alors. La réaction d'Ézéchiel et Judith à ces soupçons révéla l'absence totale d'affection parentale naturelle qui avait caractérisé leur relation avec les jumeaux depuis la naissance. Plutôt que d'éprouver de la fierté pour l'intelligence de leurs enfants ou de l'inquiétude pour leur bien-être, ils considéraient l'autonomie croissante de Gabriel et Raphaël comme une menace potentielle pour leur sécurité. La crise qui devait finalement faire s'effondrer l'ensemble de l'entreprise criminelle débuta au début du mois de décembre 1685, lorsque Ézéchiel découvrit des preuves que quelqu'un avait accédé à ses registres financiers secrets. Des marques de griffures sur les faux murs, des charnières dissimulées et des motifs de poussière déplacés sur les documents indiquaient des intrusions répétées et non autorisées dans ces dossiers les plus sensibles. Plus troublant encore, était le constat que l'intrus possédait des connaissances suffisantes pour identifier les documents les plus compromettants. Des pages contenant des références directes à la corruption, à l'intimidation de témoins et à la fraude foncière avaient été discrètement marquées de minuscules points de crayon, invisibles à un examen superficiel, mais révélant une étude systématique.
Le premier soupçon d'Ézéchiel se porta sur Margaret Caldwell, dont la position de domestique lui donnait à la fois l'occasion et le mobile d'espionner ses employeurs. Mais lorsque lui et Judith soumirent Margaret à un interrogatoire brutal, utilisant des méthodes perfectionnées au cours de leur carrière de chasseurs de sorcières, ils découvrirent que, bien qu'elle possédât effectivement des connaissances sur leurs crimes, elle ne pouvait être responsable de toutes les failles de sécurité qu'ils avaient détectées. La vérité, que leurs propres enfants rassemblaient méthodiquement des preuves contre eux depuis des mois, était si éloignée de leur cadre psychologique qu'aucun des deux ne l'envisagea immédiatement. Ils s'étaient tellement habitués à considérer Gabriel et Raphaël comme des dépendants sans défense, dont les limitations physiques les rendaient inoffensifs, qu'ils ne pouvaient concevoir les jumeaux comme une menace active pour leur sécurité. Cette cécité face aux capacités de leurs enfants se révéla être une erreur fatale, qui leur coûterait finalement tout ce qu'ils avaient construit. Tandis qu'Ézéchiel et Judith concentrèrent leurs soupçons sur des menaces extérieures, comme Margaret Caldwell et le père Thorne, Gabriel et Raphaël poursuivaient leurs activités de collecte de renseignements avec une audace et une sophistication croissantes. Les jumeaux avaient développé des méthodes de communication leur permettant de coordonner leurs actions malgré leur séparation physique lors de nombreuses activités quotidiennes. Ils utilisaient une combinaison de messages écrits, de sons codés et même la manipulation d'objets domestiques pour partager des informations et planifier leurs prochaines actions. Leurs limitations physiques, que leurs parents considéraient comme des garanties d'impuissance, les avaient en réalité contraints à développer des capacités intellectuelles et d'observation bien supérieures à celles d'enfants ordinaires de leur âge. À la mi-décembre 1685, Gabriel et Raphaël avaient réuni des preuves comprenant non seulement la documentation des crimes passés de leurs parents, mais aussi des renseignements détaillés sur des opérations futures planifiées. Ils avaient appris qu'Ézéchiel et Judith se préparaient à étendre leurs activités dans la vallée du fleuve Connecticut, où de récents raids amérindiens avaient créé des tensions communautaires susceptibles d'être exploitées à des fins lucratives par des accusations de collaboration surnaturelle avec des forces hostiles. Plus inquiétante encore fut la découverte par les jumeaux que leurs parents avaient commencé à planifier leur élimination en tant que témoins potentiels et risques pour leur sécurité. Gabriel et Raphaël avaient surpris des discussions évoquant de tragiques accidents susceptibles de survenir à des enfants handicapés durant les rigoureux mois d'hiver, et ils avaient observé des préparatifs suggérant l'intention de s'en débarrasser avant l'arrivée du printemps. La réaction des enfants face à cette menace révéla à la fois leur intelligence remarquable et leur compréhension profonde de la psychologie de leurs parents. Plutôt que de tenter de fuir ou d'avertir simplement le père Thorne de leur danger immédiat, Gabriel et Raphaël choisirent d'accélérer la collecte de preuves tout en préparant simultanément le terrain pour une confrontation finale qui exposerait toute l'ampleur du mal commis par leurs parents. Leur plan était à la fois élégant et terrifiant par sa sophistication. Ils utiliseraient les propres méthodes de leurs parents contre eux, orchestrant une situation qui forcerait Ézéchiel et Judith à révéler leur véritable nature en présence de témoins disposant de l'autorité et de la crédibilité nécessaires pour garantir que justice soit rendue. Les jumeaux savaient que leurs conditions physiques rendaient improbable toute survie à un affrontement direct avec leurs parents, mais ils étaient prêts à se sacrifier si leur mort pouvait assurer la révélation de crimes ayant coûté la vie à des dizaines d'innocents. L'occasion qu'ils attendaient se présenta le 21 décembre 1685, 10e anniversaire du mariage secret de leurs parents, une date qu'Ézéchiel et Judith marquaient toujours par des célébrations privées, révélant leur véritable personnalité plus clairement que toute autre circonstance. Ce rituel annuel, que les Harrington considéraient comme une commémoration de leur partenariat maléfique couronné de succès, offrait à Gabriel et Raphaël le cadre idéal pour leur ultime pari. Le plan des jumeaux exigeait un timing parfait, un engagement total et un courage qui aurait été remarquable chez des adultes et plus encore chez des enfants n'ayant jamais connu la vie en dehors des murs de leur maison-prison. Gabriel et Raphaël comprenaient cependant qu'ils possédaient quelque chose que leurs parents n'avaient jamais anticipé, la clarté morale née de l'injustice subie et la capacité intellectuelle de transformer cette clarté en action efficace. Les événements du 21 décembre 1685 se déroulèrent avec une précision reflétant des mois de planification minutieuse par deux enfants de 8 ans qui, privés d'une enfance normale, avaient été contraints de développer la pensée stratégique d'enquêteurs chevronnés. Leur plan reposait sur leur connaissance intime des habitudes,
des personnalités et des méthodes criminelles de leurs parents, combinées à leur position unique de témoins, systématiquement sous-estimée par Ézéchiel et Judith. Les jumeaux avaient arrangé la venue du père Thorne au manoir durant la soirée, au moment où leurs parents tenaient traditionnellement leur célébration d'anniversaire, un rituel privé consistant à examiner leurs richesses accumulées, relire des passages choisis de leur liste de victimes et planifier leurs opérations futures. Cette célébration, que les Harrington croyaient parfaitement secrète, se déroulait en réalité dans une pièce située juste au-dessus des appartements des enfants, et Gabriel et Raphaël écoutaient ces récitations annuelles du mal depuis des années. L'atmosphère du manoir, ce soir de décembre, était lourde d'une malveillance presque palpable, tandis qu'Ézéchiel et Judith se préparaient pour leur 10e anniversaire. Ils avaient passé la journée à examiner leurs registres financiers et à préparer les éléments de ce qu'ils espéraient être leur dernier hiver dans le Massachusetts, avant de déplacer leurs opérations vers les territoires plus lucratifs et moins surveillés des colonies de Caroline. Ils avaient déjà commencé à liquider certaines de leurs propriétés de Nouvelle-Angleterre et se préparaient à établir de nouvelles identités, leur permettant de poursuivre leur entreprise criminelle dans des régions où leur réputation ne les avait pas encore précédés. Gabriel et Raphaël, comme toujours confinés dans leur chambre durant les réunions privées de leurs parents, avaient passé des semaines à préparer cette nuit avec la précision méthodique de conspirateurs expérimentés. Malgré leurs limitations physiques, ils avaient réussi à créer plusieurs caches secrètes de preuves à travers le manoir, comprenant des copies des documents les plus compromettants de leurs parents, des cartes détaillées des propriétés confisquées et des témoignages écrits décrivant des crimes précis auxquels ils avaient assisté ou qu'ils avaient entendu planifier. Plus significatif encore, les jumeaux avaient consacré des mois à fragiliser certains éléments structurels du manoir, à l'aide d'outils fabriqués à partir d'objets domestiques et de techniques apprises en étudiant des traités d'architecture issus de la vaste bibliothèque de leurs parents. Leur plan exigeait non seulement un timing parfait, mais aussi une compréhension de la physique et de l'ingénierie qui aurait mis au défi des bâtisseurs adultes. Ils avaient pourtant maîtrisé ces concepts par pure nécessité et par une détermination désespérée à échapper à leur prison. L'arrivée du père Thorne au manoir fut précédée d'une reconnaissance minutieuse menée sur plusieurs semaines, au cours desquelles il avait cartographié la disposition du bâtiment, identifié des voies d'évacuation potentielles et établi des protocoles de communication avec Gabriel et Raphaël à l'aide d'un système de signaux lumineux visibles depuis les fenêtres de leur chambre. Le passé militaire du prêtre, il avait servi comme aumônier lors de conflits européens avant d'entrer dans les ordres, lui avait fourni des connaissances tactiques précieuses pour planifier ce qui était essentiellement une opération de sauvetage déguisée en visite pastorale. Les autorités accompagnant le père Thorne comprenaient non seulement des responsables coloniaux munis de mandats d'arrêt, mais aussi des médecins prêts à examiner et soigner les enfants, Harrington, des clercs juridiques chargés de cataloguer les preuves, et même un ingénieur qualifié dont l'expertise serait nécessaire pour extraire les victimes en toute sécurité lors d'une confrontation annoncée comme dangereuse. Ce niveau de préparation témoignait de la compréhension par le prêtre qu'il ne disposerait que d'une seule occasion pour exposer les crimes des Harrington avant que ceux-ci ne prennent la fuite ou n'éliminent tous les témoins. Lorsque le père Thorne frappa à la porte du manoir à exactement 7 heures ce soir-là, Ézéchiel et Judith étaient en plein milieu de leur rituel d'anniversaire, entourés de preuves rendant tout déni impossible, même s'ils avaient été enclins à l'honnêteté. Leur réaction initiale face à cette visite imprévue fut une confiance agacée. Ils avaient repoussé avec succès des enquêtes officielles pendant plus de 20 ans et ne voyaient aucune raison pour que cette occasion soit différente. Mais à mesure que le père Thorne exposait son motif apparent, une inquiétude pour le bien-être de Margaret Caldwell et le désir d'offrir un accompagnement spirituel à la famille durant la rigueur de l'hiver, Ézéchiel et Judith commencèrent à sentir que quelque chose était fondamentalement différent chez ce visiteur. Son assurance était trop marquée, ses questions trop précises, et sa connaissance de l'organisation de leur foyer trop détaillée pour une simple visite pastorale. Le moment de vérité survint lorsque le père Thorne demanda l'autorisation de rendre visite à Gabriel et Raphaël, officiellement pour leur offrir des prières pour leur santé et leur réconfort. Le premier réflexe des Harrington fut de refuser, invoquant l'état fragile des enfants et leur sensibilité à toute excitation. Mais ils réalisèrent qu'un refus pourrait paraître suspect,
à quelqu'un qui manifestement observait avec plus d'attention que les visiteurs précédents. Leur décision d'accorder l'accès aux chambres des enfants se révéla être l'erreur fatale qui détruirait tout ce qu'ils avaient bâti en plus de 20 années de meurtres et de vols systématiques. Lorsque le prêtre entra dans la chambre des jumeaux, suivi d'Ézéchiel et Judith, désireux de surveiller la conversation, il activa immédiatement le système de signaux qu'il avait mis au point avec les enfants. La réaction de Gabriel et Raphaël fut immédiate et dévastatrice. Malgré la présence de leurs parents, les jumeaux commencèrent à réciter un récit détaillé de crimes précis dont ils avaient été témoins, incluant date, nom de victime et description des emplacements des preuves. Leur voix, bien que altérée par leurs conditions physiques, portait une autorité et une précision rendant leur témoignage indéniablement crédible. Dans la nuit du 14 septembre de l'an 1679, commença Gabriel, en articulant soigneusement malgré l'effort requis. Notre père et notre mère ont rencontré Marcus Fletcher dans la cave afin de planifier l'accusation de Thomas Caldwell. Raphaël poursuivit sans pause, démontrant la coordination minutieuse qui rendait leur témoignage si accablant. Les détails concernaient l'argent remis, les objets dissimulés, les preuves fabriquées et les instructions données aux complices. L'impact psychologique de voir leurs secrets les mieux gardés récités par leurs propres enfants, en présence d'un prêtre disposant clairement de l'autorité nécessaire pour agir sur la base de ce témoignage, fut dévastateur pour Ézéchiel et Judith. Pour la première fois de leur carrière criminelle, ils se retrouvèrent totalement démunis face à une menace qu'ils n'avaient jamais envisagée, la trahison de victimes qu'ils croyaient impuissantes et ignorantes. Mais les révélations des jumeaux étaient loin d'être terminées. Gabriel et Raphaël avaient passé des années à mémoriser non seulement les crimes passés de leurs parents, mais aussi leurs activités en cours et leurs projets futurs. Ils décrivirent des caches secrètes de biens volés, détaillèrent les réseaux de pots de vin qui avaient protégé leurs parents de toute enquête, et, plus accablant encore, révélèrent l'existence de victimes supplémentaires dont la mort avait été dissimulée avec une telle efficacité que les autorités n'avaient jamais soupçonné un meurtre. Dans le coffre dissimulé sous les lattes du plancher, dans l'angle est du bureau, poursuivit Raphaël, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'il réalisait que le sauvetage était enfin à portée de main, se trouvent 37 bijoux pris à des femmes exécutées, dont l'alliance de Mary Hutchkins, pendue pour sorcellerie en 1681, après que notre père l'eut accusé d'avoir maudit son bétail. Gabriel reprit le récit sans la moindre hésitation. Mary Hutchkins était innocente de toutes les accusations. Notre père a tué sa vache à l'aide d'un poison acheté à un marchand de Boston, puis a prétendu que la mort de l'animal constituait une preuve d'intervention surnaturelle. Les biens de Mary, dont 12 acres de terres agricoles de première qualité et les outils de forgeron de son défunt mari, furent partagés entre le trésor de la ville et nos parents en paiement de l'identification de la prétendue sorcière. La précision extraordinaire du témoignage des enfants, combinée à leur intelligence évidente et à la preuve physique de leurs terribles conditions, constituait un dossier accablant qu'aucun observateur rationnel ne pouvait ignorer ni expliquer autrement. Le père Thorne avait apporté avec lui non seulement l'autorité légale nécessaire pour enquêter sur les crimes des Harrington, mais aussi des témoins à la crédibilité irréfutable et des méthodes de consignation permettant de préserver chaque mot des révélations des jumeaux. La réaction d'Ézéchiel et Judith face à cette exposition dévastatrice révéla l'absence totale d'émotions humaines naturelles qui avait caractérisé l'ensemble de leur entreprise criminelle. Plutôt que d'exprimer de la stupeur, des remords ou même une inquiétude pour le sort de leurs enfants, les deux frères et sœurs commencèrent immédiatement à calculer comment éliminer les témoins et échapper aux conséquences de leurs actes. Leur première tentative de défense consista à discréditer le témoignage de Gabriel et Raphaël en affirmant que les enfants souffraient de délires causés par leur état physique. Cette stratégie s'effondra lorsque le père Thorne produisit des copies de documents corroborant chaque détail fourni par les jumeaux, ainsi que des témoignages indépendants confirmant des éléments précis de leur récit. Comprenant que le déni était désormais impossible et que leur empire criminel était sur le point d'être entièrement exposé, Ézéchiel et Judith mirent en œuvre le plan d'urgence qu'ils avaient conçu pour une telle situation. Des armes, des voies de fuite et des fonds de secours étaient dissimulés dans tout le manoir, destinés à leur permettre d'éliminer tous les témoins et de fuir vers des territoires hors de portée de l'autorité coloniale. La violence qui s'ensuivit fut rapide et brutale, mais elle se déroula exactement comme Gabriel et Raphaël l'avaient anticipé et planifié. Les jumeaux avaient passé des mois à étudier les procédures d'urgence de leurs parents
et avaient mis au point des contre-mesures destinées à protéger leurs sauveteurs tout en empêchant Ézéchiel et Judith d'échapper à la justice. Lorsqu'Ézéchiel sortit un pistolet dissimulé et tenta de tirer sur le père Thorne, il découvrit que le mécanisme de tir avait été subtilement saboté par de petits fragments de métal que Gabriel avait patiemment insérés dans le canon sur plusieurs semaines. L'arme explosa dans sa main, provoquant de graves blessures qui le rendirent incapable de continuer le combat. La tentative de Judith d'attaquer les autorités coloniales avec un couteau caché échoua lorsqu'elle déclencha l'un des nombreux pièges au sol que Raphaël avait préparés en desserrant certaines lames de plancher à des endroits stratégiques. Sa chute la neutralisa et activa une série de dispositifs mécaniques conçus par les jumeaux pour barricader portes et fenêtres, rendant toute fuite impossible. L'affrontement final eut lieu dans le grand hall du manoir, où les modifications structurelles réalisées par Gabriel et Raphaël au fil des mois atteignirent enfin leur objectif. Les jumeaux avaient calculé avec précision le niveau de fragilisation nécessaire pour rendre certaines parties du bâtiment instables tout en préservant des zones sûres pour leurs sauveteurs. Lorsqu'Ézéchiel et Judith comprirent que leurs issues de secours étaient bloquées et que leurs armes étaient inutilisables, ils tentèrent une dernière action désespérée pour faire taire définitivement leurs enfants. Mais Gabriel et Raphaël avaient anticipé cette réaction et préparé leur ultime défense. L'effondrement coordonné de la structure centrale du manoir, destiné à piéger leurs parents tout en créant un abri protecteur autour d'eux-mêmes et de leurs alliés. Les calculs d'ingénierie des jumeaux s'avérèrent remarquablement précis. Le bâtiment s'effondra exactement comme prévu, créant un amas de débris qui immobilisa Ézéchiel et Judith sous de lourdes poutres de bois, tandis que Gabriel, Raphaël, le père Thorne et les autorités coloniales se retrouvaient dans une alcôve protégée, demeurée structurellement intacte. La destruction physique du manoir remplit plusieurs fonctions au-delà de l'arrêt de la tentative de fuite. L'effondrement révéla des pièces secrètes et des zones de stockage dissimulées contenant des preuves supplémentaires des crimes des Harrington, notamment des documents conservés, des biens volés et même les restes de victimes dont la mort n'avait jamais été officiellement enregistrée. Plus significatif encore, la destruction du bâtiment qui avait servi à la fois de prison et de chambre de torture pour Gabriel et Raphaël symbolisait la fin de leur captivité et le début de leur libération. Les jumeaux avaient littéralement fait tomber les murs qui les avaient enfermés pendant 8 ans, utilisant leur intelligence et leur détermination pour transformer leurs limitations physiques en avantages stratégiques. Lorsque les équipes de secours dégagèrent enfin suffisamment de décombres pour atteindre les survivants, elles découvrirent une scène illustrant parfaitement la dimension morale de l'affaire Harrington. Ézéchiel et Judith gisaient morts sous les gravats, leurs visages figés dans la stupeur et l'incrédulité de criminels qui n'avaient jamais imaginé que leurs propres enfants pourraient orchestrer leur chute. Gabriel et Raphaël, bien que blessés et épuisés, étaient en vie et désireux de poursuivre leur témoignage afin de révéler toute l'ampleur de l'entreprise criminelle de leurs parents. Leur survie et leur intelligence évidente faisaient d'eux des témoins essentiels dans les procédures judiciaires qui suivirent. Mais plus encore, leur courage à dénoncer les crimes parentaux, malgré les risques personnels immenses, démontra que les limitations physiques ne restreignent ni la responsabilité morale, ni la quête de justice. Les conséquences de l'effondrement du manoir Harrington provoquèrent une onde de choc à travers tout le Massachusetts colonial, influençant les procédures judiciaires, les pratiques religieuses et la vigilance communautaire pour les générations à venir. Les preuves détaillées récupérées dans les ruines, combinées aux témoignages exhaustifs de Gabriel et Raphaël, apportèrent une démonstration irréfutable de meurtre judiciaire systématique, forçant les autorités coloniales à envisager la possibilité terrifiante que d'autres procès en sorcellerie aient été corrompus de manière similaire par la cupidité et la manipulation. Les conséquences juridiques immédiates furent sans précédent par leur ampleur et leur sévérité. Quelques jours après la destruction du manoir, les tribunaux coloniaux prononcèrent des condamnations posthumes contre Ézéchiel et Judith Harrington pour 57 chefs d'accusation de meurtre, ainsi que de nombreuses charges supplémentaires liées à la fraude, à la corruption judiciaire, au pot de vin et à la conspiration. Les preuves étaient si accablantes et les crimes si étendus que les juristes citeraient plus tard l'affaire Harrington comme la poursuite pénale la plus complète de l'histoire coloniale américaine. Mais les répercussions juridiques
alerte bien au-delà de la condamnation posthume de 2 criminels. La nature systématique des crimes des Harrington, combinée aux preuves de leur lien avec des fonctionnaires corrompus à travers le système judiciaire colonial, déclencha un vaste réexamen des procédures de procès en sorcellerie, révélant des schémas troublants d'abus et de manipulation dans des communautés de toute la Nouvelle-Angleterre. L'enquête du père Benedict Thorne mit au jour non seulement les crimes des Harrington, mais aussi des indices montrant que des stratagèmes similaires avaient existé dans d'autres colonies, suggérant que l'exploitation des accusations surnaturelles à des fins financières était bien plus répandue que ce que les autorités avaient jusque-là soupçonné. Cette révélation contribua à un scepticisme croissant à l'égard des procès en sorcellerie et accéléra les réformes juridiques qui mirent progressivement fin à l'ère des persécutions surnaturelles dans l'Amérique coloniale. L'empire financier bâti sur l'argent du sang fut démantelé méthodiquement sur une période de 3 ans, nécessitant la création de procédures juridiques spéciales pour gérer la complexité du démantèlement de décennies d'acquisitions frauduleuses de biens. Des propriétés d'une valeur supérieure à 25 000 livres furent identifiées comme ayant été obtenues par des moyens criminels, et les tribunaux coloniaux durent relever le défi sans précédent de restituer les biens volés aux familles de victimes assassinées des décennies auparavant. Le processus de restitution financière révéla la véritable ampleur des opérations des Harrington et fournit des preuves supplémentaires de leur approche systématique du crime. Les archives détaillées récupérées dans les ruines du manoir montraient que les frères et sœurs tenaient une documentation méticuleuse de leurs activités, comprenant des cartes des propriétés confisquées, des listes de fonctionnaires corrompus, et même des projections financières pour de futures entreprises criminelles qu'ils prévoyaient d'établir dans d'autres colonies. Gabriel et Raphael Harrington, malgré les circonstances horribles de leur naissance et de leur enfance, se révélèrent bien plus résilients que quiconque ne l'avait imaginé. Sous la supervision attentive du docteur William Harvey, un médecin royal venu spécialement de Londres pour étudier leurs conditions, ils ne se contentèrent pas de survivre à leur épreuve. Ils commencèrent à s'épanouir d'une manière qui remit en question les conceptions contemporaines du développement humain et de l'adaptation. L'examen initial du docteur Harvey révéla que leurs conditions physiques, bien que sévères, n'étaient pas aussi limitantes que leurs parents l'avaient prétendu. Une grande partie de leur apparente dépendance avait été artificiellement imposée par une négligence délibérée et une manipulation psychologique destinée à les maintenir soumis et contrôlables. Avec des soins médicaux appropriés, une alimentation adéquate et de la kinésithérapie, Gabriel et Raphaël montrèrent des améliorations remarquables de leur mobilité et de leur état de santé général. Plus significatif encore, leurs capacités intellectuelles, déjà évidentes dès la petite enfance, s'épanouirent pleinement lorsqu'ils bénéficièrent enfin d'une éducation correcte et d'interactions sociales normales. Quelques mois après leur sauvetage, les jumeaux lisaient à un niveau supérieur à celui de la plupart des adultes, démontraient des aptitudes mathématiques impressionnantes des universitaires et révélaient des talents artistiques qui attirèrent l'attention d'intellectuels de toutes les colonies. La documentation détaillée du docteur Harvey sur leurs progrès devint un texte fondateur dans le domaine émergent de la psychologie médicale, démontrant que les capacités intellectuelles ne sont pas déterminées par l'apparence ou l'état physique. Ces rapports remirent en cause les idées reçues sur le handicap et l'intelligence, montrant que des soins et une éducation appropriée pouvaient révéler un potentiel extraordinaire, même dans les circonstances les plus difficiles. Le témoignage des jumeaux demeura essentiel dans les procédures judiciaires qui suivirent leur sauvetage. Leurs souvenirs précis des conversations et activités de leurs parents corroborèrent les preuves documentaires et aidèrent les procureurs à engager des poursuites contre des dizaines de complices encore en vie ayant participé aux crimes des Harrington au fil des années. Mais plus encore, leur intelligence manifeste et leur clarté morale firent d'eux des témoins particulièrement convaincants, dont les récits ne pouvaient être écartés comme des inventions ou des fantasmes. L'évaluation psychologique de Gabriel et Raphaël, menée par le docteur Harvey et ses collègues, ne révéla aucun signe des dommages mentaux que l'on aurait pu attendre après de telles expériences traumatiques. Malgré des années d'isolement, d'abus et de manipulation psychologique, les jumeaux faisaient preuve d'une stabilité émotionnelle et d'un développement moral remarquable, suggérant une résilience innée qui les avait protégés des pires effets de leur épreuve. Cette résilience se révéla cruciale lorsqu'ils s'adaptèrent à la vie hors de leur maison-prison et commencèrent à interagir avec la communauté coloniale au sens large.
Leurs conditions physiques suscitaient parfois curiosité et crainte, mais leur intelligence et leur dignité gagnèrent rapidement le respect de ceux qui prirent le temps de les connaître comme des individus, et non comme de simples anomalies médicales. La transformation de la perception publique à l'égard des jumeaux devint un argument puissant en faveur de l'inclusion et de l'éducation des personnes présentant des différences physiques. Le succès de Gabriel et Raphaël à surmonter leurs conditions démontra que le potentiel humain ne peut être jugé sur l'apparence et que la société bénéficie lorsque chacun se voit offrir la possibilité de contribuer par ses talents et ses idées. Leur vie adulte se révéla aussi remarquable que leur enfance avait été traumatisante. Gabriel devint un juriste respecté, dont les écrits sur la preuve, la protection des témoins et la corruption judiciaire influencèrent la jurisprudence coloniale pendant des décennies. Malgré ses limitations physiques, il devint un conseiller recherché pour les affaires criminelles complexes et contribua à l'établissement des premières procédures formelles de protection des enfants témoins dans les procès. Les innovations juridiques de Gabriel étaient directement nourries par son expérience d'enfant et par sa compréhension de la manière dont les personnes vulnérables peuvent être exploitées par ceux qui détiennent l'autorité. Son travail mena à la création de tribunaux spécialisés pour les affaires impliquant des enfants témoins, à un renforcement des protections pour les personnes handicapées dans les procédures judiciaires et à l'amélioration des méthodes de collecte et de conservation des témoignages de populations vulnérables. Raphaël, quant à lui, transforma son vécu en vocation médicale, se spécialisant dans le soin des enfants présentant des anomalies physiques et des victimes de maltraitance. Sa pratique fut révolutionnaire par l'accent qu'elle mettait sur le respect de la personne dans sa globalité plutôt que sur la simple accumulation de symptômes. Son approche thérapeutique valorisait la dignité, l'éducation et l'intégration sociale plutôt que l'isolement et la honte. Connu sous le nom de Dr Raphael Harrington, il fonda la première école de l'Amérique coloniale spécifiquement dédiée à l'éducation des enfants handicapés. Cette institution démontra que les limitations physiques n'entravent pas nécessairement la réussite intellectuelle et qu'un accompagnement approprié permet à des individus aux conditions variées de contribuer pleinement à la société. Le succès de l'école remit en question les attitudes dominantes envers le handicap et l'éducation dans toutes les colonies, inspirant la création d'établissements similaires et favorisant des évolutions sociales plus larges dans la manière dont les communautés traitaient leurs membres les plus vulnérables. Les deux jumeaux se marièrent et fondèrent leur propre famille. Leurs enfants ne présentaient aucune trace de la corruption morale de leurs grands-parents, ni des difficultés physiques de leurs parents. Les anomalies génétiques résultant de l'union incestueuse d'Ézéchiel et Judith se révélèrent non héréditaires, permettant à Gabriel et Raphaël de briser le cycle de souffrance qui avait marqué leurs premières années. Leur réussite à bâtir des familles aimantes et stables fut particulièrement significative au regard de leur enfance traumatisante. Leur capacité à nouer des relations saines et à élever des enfants équilibrés démontra que même les traumatismes précoces les plus graves ne déterminent pas nécessairement le cours d'une vie lorsque des soutiens et des interventions adaptées sont mises en place. L'affaire Harrington eut des implications profondes pour la compréhension des dynamiques familiales, du développement de l'enfant et des effets à long terme des abus. Le rétablissement de Gabriel et Raphaël, ainsi que leurs accomplissements ultérieurs, devinrent une preuve puissante que la résilience et la guérison sont possibles, même dans les circonstances les plus extrêmes, à condition que les victimes reçoivent des soins et un soutien approprié. L'enquête menée par le père Thorne eut également des effets durables sur les institutions religieuses et juridiques de l'Amérique coloniale. Sa méthodologie de collecte des preuves, de protection des témoins et de constitution de dossiers contre des criminels puissants devint un modèle pour les enquêtes futures et contribua à l'établissement de protocoles qui influencèrent les forces de l'ordre pendant des générations. Le site du manoir Harrington fut désigné comme lieu de mémoire par les autorités coloniales. Les ruines furent laissées intactes comme rappel de la facilité avec laquelle la justice peut être corrompue lorsque la peur et la superstition prennent le pas sur la pensée critique et le courage moral. Le mémorial, financé par la vente des propriétés confisquées des Harrington, servit de lieu éducatif où les visiteurs pouvaient apprendre les dangers d'un pouvoir sans contrôle et l'importance de protéger les membres les plus vulnérables de la communauté. La simple stèle de pierre qui s'y dresse encore aujourd'hui porte non seulement la date de la mort des frères et sœurs, mais aussi une inscription commandée par Gabriel et Raphaël.
Ici repose la preuve que le mal n'est pas surnaturel. Il est un choix humain, fait par des personnes ordinaires qui privilégient le confort à la conscience. Que tous ceux qui passent se souviennent que la justice dépend du courage de ceux qui refusent de se taire face à l'injustice. Plus profondément encore, l'affaire Harrington démontra que les enfants, indépendamment de leurs conditions physiques ou de leur statut social, possèdent une dignité inhérente et une capacité morale qui doivent être reconnues et protégées. Le courage de Gabriel et Raphaël à dénoncer les crimes de leurs parents, malgré leur dépendance totale à leur égard pour survivre, remit en question les conceptions contemporaines du handicap, de l'enfance et de la responsabilité morale. Leur histoire devint un argument puissant en faveur des droits et de la protection des enfants, influençant des évolutions juridiques et sociales majeures dans l'histoire américaine. La reconnaissance que les enfants peuvent être à la fois victimes d'abus et acteurs de leur propre libération contribua à faire évoluer la notion d'enfance vers des valeurs de protection, d'éducation et de respect de la dignité individuelle. L'héritage des jumeaux dépassa largement leur contexte historique immédiat pour nourrir des réflexions plus larges sur les droits des personnes handicapées, la défense des victimes et la prévention des abus systémiques. Leur démonstration que les limitations physiques n'entravent ni le développement intellectuel ni la conscience morale contribua à déconstruire des préjugés séculaires et à promouvoir des conceptions plus inclusives du potentiel humain et de la responsabilité sociale. L'affaire Harrington continue de résonner dans les débats contemporains sur la protection de l'enfance, les droits des personnes handicapées et la prévention des abus institutionnels. L'histoire de Gabriel et Raphaël montre que les individus peuvent faire preuve d'une résilience et d'une lucidité morale extraordinaire lorsqu'ils disposent des outils et du soutien nécessaires pour surmonter l'adversité, quelles que soient leurs conditions physiques ou leur traumatisme passé. Leur victoire finale sur des circonstances apparemment insurmontables demeure une preuve durable que la dignité humaine ne peut être détruite par l'abus ou la négligence et que la société a à la fois l'opportunité et l'obligation de soutenir chaque individu afin qu'il puisse réaliser pleinement son potentiel de contribution et d'accomplissement.